Je vous retrouve pour ce nouveau numéro Retro News. Bienvenue au rendez-vous de l'actualité simplifiée sur Environ News Télévision. C'est parti. Mesurer la quantité de CO2 captée dans l'atmosphère, les études expérimentales de la tour à flux installée dans la forêt de Yangambi révèlent la capacité du bassin du Congo dont la séquestration du carbone est supérieure à celle de l'Amazonie, considérée jusqu'alors comme premier poumon mondial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mobiliser les fonds pour électrifier 145 territoires en République démocratique du Congo, l'ANSER a tenu une table ronde qui a permis de collecter 120 millions de dollars américains à cet effet. L'insalubrité généralisée dans la ville de Kinshasa, un vrai problème social qui gêne la circulation, est source de plusieurs malaises dans la capitale congolaise. La population lance un cri de détresse pour une solution durable. Retro News, bienvenue à tous. Sarah Mangaza, bonjour. Bonjour Bron Simba, bonjour à nos téléspectateurs et surtout bonne année 2020. Patronne de la rédaction chez Environ News Télévision, nous sommes heureux de partager avec vous ces moments pour commenter l'actualité traitée cette semaine dans votre rédaction. Alors, Madame Sarah, que représente pour vous le fait d'être rédactrice en chef d'une grande chaîne, une chaîne thématique comme Environ News Télévision? Être rédactrice en chef d'une grande chaîne comme Environ News, comme vous l'avez si bien dit, une chaîne thématique qui traite des grandes questions, qui va à fond de son traitement des grandes questions d'actualité et même d'autres questions qui ne sont pas d'actualité mais qui aident la population à comprendre certaines choses, c'est vraiment un grand défi à relever. Et nous nous sommes dit pourquoi pas saisir cette opportunité dans ce monde qui se veut paritaire. Cela demande une grande technicité journalistique et une grande capacité rédactionnelle. Alors nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Bienvenue à vous, Sarah Mangaza. Passons à l'actualité. Le résultat des études expérimentales sur la tour à flux installée dans la forêt de Yangambi révèle la capacité du bassin du Congo de séquestrer le carbone dans l'atmosphère. Selon les experts promoteurs de ces études, le bassin du Congo, dans lequel la République démocratique du Congo occupe une grande superficie, serait aujourd'hui le premier poumon mondial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Suivons ce reportage réalisé par Deborah Batoussoué et Glody Foulou. Grâce à la densité de ces forêts, la République démocratique du Congo est classée aujourd'hui comme premier puits de carbone au monde devant l'Amazonie. C'est ce qu'a révélé les données statistiques de la tour de flux de Yangambi. On croit le recteur de l'UFA Yangambi et directeur ERAIFT, les efforts du pays sont aujourd'hui considérables dans la régulation du climat. C'est suite à l'installation de la première tour de mesure de gaz à effet de serre dans le bassin du Congo que, je dirais, la prise de conscience de ce rôle premier joué par le bassin du Congo a été finalement révélée. Parce que les données étaient là, elles sont confirmées au fur et à mesure que la tour à flux produit des données, mais la prise de conscience par la communauté scientifique et par les décideurs politiques de l'importance du bassin du Congo par rapport aux autres bassins que sont l'Amazonie et l'Indonésie, elle est relativement récente et c'est dans la foulée de cette tour à flux. À Yangambi, plusieurs stratégies ont été mises en place par des scientifiques pour maintenir cette position. Les recherches ne suffisent pas, mais il faut une politique environnementale. Maintenant, il faut encore travailler tout ce qu'on appelle la diplomatie environnementale. Vous voyez bien que c'est en cours, mais il y a encore, dans l'esprit de la communauté internationale, on parle toujours d'Amazonie, on parle souvent des feux en Indonésie, mais on parle sans doute insuffisamment du bassin du Congo, et dans le bassin du Congo, insuffisamment de la RDC. Et donc il y a tout un travail d'advocacy qui est en cours, mais qui doit être développé. Il y a certainement à faire un plaidoyer pour qu'on ait l'école régionale d'aménagement intégré des forêts et territoires tropicaux, qui est l'école régionale, mais on devrait pouvoir attirer d'autres institutions régionales du bassin ici à Kinshasa, puisque la RDC a la majorité de la superficie et donc du carbone fixé par le bassin du Congo.
Le flux de Yangambi attise l'appétit des investisseurs. Dans la région, de projets de recherche sont également accompagnés de projets de développement durable au sein de communautés. En dehors de ces tours d'analyse de données sur la séquestration du carbone, le chercheur envisage à la longue initier d'autres projets, surtout sur la surveillance et le relevé statistique de zones de tourbières du bassin du Congo. Déborah Batouswe, Glody Foulou, merci pour ces beaux reportages. Nous revenons vers notre invitée Sarah Magaza. Alors, Madame Sarah, l'Amazonie perd de plus en plus à primauté dans la gestion de la biodiversité et les études révèlent aujourd'hui la primauté de la RDC dans la lutte contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui peut justifier, selon vous, ces changements de tendance entre l'Amazonie et la RDC? Oui, exactement. L'Amazonie continue à garder la première place à cause de sa superficie. Mais la RDC, à travers le bassin du Congo, devrait normalement occuper la première place grâce à sa richesse en biodiversité. Et autre chose, c'est vraiment un point important à soulever, l'Amazonie ne lutte pas efficacement contre la déforestation comme le fait la RDC à travers le gouvernement de la République, que nous félicitons d'ailleurs en passant. Nous luttons efficacement, la RDC, voulais-je dire, quand je dis nous, c'est la RDC, contre la déforestation, raison pour laquelle les études prouvent que cette préservation de la biodiversité devrait permettre au bassin du Congo d'occuper la place de l'Amazonie. Car à travers également les ONG, qui d'ailleurs il y en a de plus en plus, qui s'investissent pour lutter contre la déforestation à travers des sensibilisations, des communications musclées, la RDC, à travers le bassin du Congo, devrait prendre la place de l'Amazonie. Donc, selon le Baudouin Michel, le directeur des ERAIFT dans les Yangambi, que nous avons eu l'honneur de recevoir dans notre rédaction cette semaine, la place de l'Amazonie reste sur papier. Alors, il incombe à la responsabilité du gouvernement de revendiquer cette place-là. Il s'agit jusque-là des études qui doivent être certifiées pour une reconnaissance internationale. Que doit faire le pays membre du bassin du Congo et la RDC en particulier pour maximiser ses potentialités à son profit? Oui, la RDC doit travailler sur son marketing diplomatique. La diplomatie de la RDC manifeste encore certaines faiblesses. C'est là qui fait en sorte que le pays n'occupe pas la place qu'elle devrait normalement occuper. Récemment, le président de la République a récupéré le bâton de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Alors cela devrait encore être une force pour la RDC à revendiquer, à travailler sur le plan diplomatique afin de revendiquer sa place par rapport à l'Amazonie. Par marketing diplomatique, je vois des grandes rencontres, des grandes réunions, des grandes conférences, des grandes démonstrations à travers l'étude faite par Michel Baudouin, parce que nous avons une maladie dans notre pays, nous avons l'habitude de ne pas mener des études à fond, et quand un scientifique se lève un jour et mène une étude quelconque, on ne la prend pas au sérieux, on la garde quelque part et on n'applique pas exactement ce qui a été révélé dans l'étude en question. Si la RDC pouvait prendre cette étude au sérieux en menant des actions concrètes, cela aiderait le pays. Bassin du Congo, premier poumon mondial, RDC, pays de la biodiversité. Comment faire pour que cette reconnaissance puisse avoir des retombées sur l'économie du pays et par ricochet sur le social de la population congolaise? Oui, il est connu aujourd'hui que d'autres pays sont en train d'évoluer grâce à leur tourisme. Or, jusque-là, nous ne connaissons pas un pays qui a une biodiversité comme la RDC. La RDC devrait travailler là-dessus, c'est-à-dire valoriser son tourisme, valoriser le secteur touristique, afin que cela puisse générer des recettes. Notre pays est immensement riche, mais malheureusement avec une population pauvre, à cause notamment de cette négligence-là. Le président Félix l'avait martelé lors de la COP26.
Le crédit carbone demeure à 10 $, pourtant ça devrait déjà monter à 100 $. Alors nous espérons qu'à travers sa présidence à la CEAC, cela pourra changer bientôt. Merci Sarah Magaza. L'actualité pour continuer ce 4e numéro Retro News, c'est la table ronde organisée par l'ANSER en vue de collecter des fonds pour électrifier 145 territoires en République démocratique du Congo. Suivons ce reportage réalisé par Sarah Magaza et Serge Ngalamouloumé. 120 millions de dollars américains ont été récoltés par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER au cours de sa table ronde de 2 jours du 25 au 26 janvier 2022 à Kinshasa. Ces travaux visaient à présenter le cadre stratégique de coordination de ces interventions. Nous avions 5 grandes attentes. La deuxième attente, c'était mobiliser de l'argent, un budget d'environ 100 millions de dollars à investir pour 2022. Et je pense que là, nous avons atteint également cet objectif et même nous l'avons dépassé parce qu'on parle des 120 millions que nous venons d'avoir. C'est vrai que ça va se répartir sur quelques 3 ans, mais il faut l'avouer que déjà pour 2022, on avait besoin un complément de 30 millions. Je pense que nous les avons déjà. Nous avons été sur le terrain avec les chefs de l'État pendant les 2 semaines qu'il a passées au Kasaï. Nous avions vu la situation critique dans laquelle se trouvent nos populations en milieu rural et périurbain. Il fallait commencer par présenter un plan global d'électrification en termes de plans locaux. Avec son agenda clair et son travail assidu, ANSER a réussi à convaincre les partenaires. Elle a signé un protocole d'accord avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Un premier travail, c'est simplement l'identification du potentiel de production énergétique et qui se base sur le mixte énergétique, c'est-à-dire quelles sont les activités de production qu'on peut combiner les unes avec les autres à travers des réseaux bien organisés pour couvrir le mieux possible les besoins des populations en milieu rural. Et ces possibilités d'électrification, la plus puissante dans notre pays, c'est l'hydroélectricité. Juste à côté, il y a le solaire. Enfin, on peut faire de l'énergie aussi avec la biomasse, avec de la géothermie, c'est-à-dire l'eau chaude, dont nous avons des sources d'eau chaude dans nos aires protégées, donc c'est extrêmement important. Et grâce à l'identification de ces projets, on va alors pouvoir passer à l'action. Et là encore, c'est prévu dans notre protocole d'accord. L'ANSER et l'ICCN vont se rejoindre pour mobiliser des capitaux ensemble. Grâce à son programme détaillé et chronométré des actions urgentes à mener sur terrain, l'ANSER, à l'aide de ces fonds récoltés, entend jouer un rôle très capital dans le programme du développement de 145 territoires de la RDC, tel que voulu par le chef de l'État. Madame Sarah, vous étiez vous-même sur terrain pour couvrir cette activité. Comment pouvez-vous simplifier la compréhension de nos téléspectateurs? Oui, en organisant cette table ronde de 2 jours, l'ANSER avait comme objectif de présenter son plan stratégique pour l'année 2022. Alors, quel est ce plan? Ce plan est d'électrifier 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et là, nous parlons essentiellement de zones rurales, tel que voulu par le chef de l'État en créant cette agence-là. Électrifier 145 territoires en République démocratique du Congo, Madame Sarah, un rêve utopique ou réaliste? Pour quelle durée et avec quels moyens? Selon le DG de l'ANSER, les fonds récoltés lors de cette table ronde-là va permettre à cette agence de mener à bien ses actions. Pourquoi? Parce qu'elle s'attendait à recevoir 100 millions de dollars, c'est-à-dire il fallait qu'il y ait un ajout de 30 millions parce qu'elle avait déjà dans ses mains 70 millions de dollars, comme d'ailleurs la Bible dit que à celui qui a on donne et à celui qui n'a pas on retranche. Donc ANSER s'est présenté à cette table ronde avec ses 70 millions de dollars et elle attendait recevoir 30 millions de plus pour obtenir 100 en tout afin de mener à bien ses actions. Mais grâce à son plan bien détaillé, bien concis et bien décrit, les bailleurs des fonds ont été séduits et ils sont arrivés à récolter 120 millions de dollars. Cela sera pour 3 ans, c'est-à-dire que les 120 millions de dollars qu'ANSER a pu récolter va travailler pendant 3 ans.
Donc, nous pouvons espérer que d'ici 3 ans, les 145 territoires de la RDC sera électrifié à travers ANSER. Le gouvernement congolais parle déjà d'un projet du développement des 145 territoires en RDC. Et l'ANSER ici parle de l'électrification des 145 territoires. S'agit-il d'un même projet ou d'un autre? Oui, ce projet-là est un projet du gouvernement à travers le chef de l'État qui l'a d'ailleurs mis en place. Mais nous pouvons dire que ANSER est à part. Donc ce fonds-là, ce budget-là ne concerne que l'électrification. Merci beaucoup, Madame Sarah, pour cette intervention. L'actualité, c'est aussi la gestion des déchets et immondices de Kinshasa qui devient de plus en plus un vrai malaise dans plusieurs acteurs. Un constat fait par notre confrère Albert Mwanda cette semaine. Suivons ce reportage. Des immondices sont charriés sur la chaussée, rendant la rue malpropre. Des grands nids de poules sont visibles avec des eaux stagnantes presque partout. Les chaussées deviennent de plus en plus impraticables. Cette rue sur Forgeron est très touchée à sa sortie des trous ouverts avec des eaux qui dérangent la circulation. Entre-temps, les bureaux de l'Office des voiries et drainage ainsi que celui de l'Office des routes sont bien présents dans les quartiers. Dans la commune de Kassavubo, Kalamou, Limete et une partie de Matete, la conséquence de la pluie n'est pas très visible dans les différentes artères et quartiers. Néanmoins, elles sont palpables. Les véhicules, les motocyclettes, les piétons font beaucoup de gymnastique pour trouver les passages. On peut accuser quand même les habitants des environs qui jettent les ordures dans les caniveaux. Ce qui fait que l'eau n'arrive pas à bien couler. Mais les caniveaux aussi sont débouchés. Les eaux de ruissellement à Kinshasa sont accompagnées de tous les déchets venus soit des foyers et des hôpitaux. Des fois, elles proviennent également de sa mauvaise canalisation depuis les foyers. Une situation qui donne lieu au délabrement des routes et aux inondations. Les différents centres de réception d'immondices, des déchets construits par l'Union européenne n'existent plus. D'autres ont laissé place à des stations-service érigées à la limite des normes de sécurité. Après le désengagement à une certaine période de l'Union européenne, Kinshasa a vite sombré dans les dépotoirs sauvages, difficiles de vivre dans de telles conditions. Cette situation date depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Même, vous allez remarquer que même si nous sommes pendant la saison sèche, il y a toujours de l'eau ici. À l'hôtel de ville, les autorités évoquent souvent les manques de moyens financiers pour justifier cette situation. Face à ces déficits structurels d'assainissement, il est à craindre que les moyens débloqués par le gouvernement Sama Lukonde ne prennent d'autres directions que celle de l'assainissement de la capitale congolaise, Kinshasa. Merci Albert Mwanda pour ces beaux reportages. Alors, Madame Sarah, l'insalubrité généralisée dans la ville de Kinshasa, votre réaction? Déjà, ma lecture, c'est, je dirais que à chaque fois que je pense à ça, je manque des mots exacts, mais je vais essayer d'en trouver. C'est vraiment une situation très déplorable. Les gens, les Kinois sont pratiquement habitués à vivre dans la saleté et c'est vraiment déplorable. Quels sont, selon vous, les facteurs qui peuvent justifier cet état des choses? C'est nous, la population. C'est nous-mêmes qui jetons ces immondices en désordre. Je dirais aussi qu'il y a un problème de sensibilisation qui se pose. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent même pas à quoi sert un caniveau. Vous voyez des gens remplir la saleté dans le caniveau parce que quand ils les voient vides, ils se disent que oui, je peux mettre la saleté dedans. Mais qu'est-ce que nos autorités sont en train de faire pour sensibiliser sérieusement cette population-là afin qu'elle évite de jeter les immondices partout? C'est-à-dire que chacun sache comment gérer ses déchets. Et nous allons vivre sans inondation, nous allons vivre sans la prolifération des déchets et tout se passera bien. Merci à vous, Sarah Mangaza, rédactrice en chef chez Environ News Télévision. Merci aussi à vous qui avez suivi cette émission. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro Retro News. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.